Bonjour et bienvenue dans ce débat de 12-15. Aujourd'hui, nous parlons de la prise en charge des enfants en difficulté sociale en République gabonaise. Quels sont les challenges auxquels ces jeunes sont confrontés en 2025 et comment éradiquer totalement ce phénomène? Et pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Brice Efanto. Vous êtes directeur général adjoint de la Direction générale de la promotion et du développement des organes associatifs. Bonjour à vous. Bonjour à vous, monsieur. Vous avez avec vous Madame Germaine Zengue. Vous êtes directeur adjoint de l'ENIDA, l'École nationale pour enfants déficients auditifs. Bonjour. Exact. Bonjour, monsieur. D'accord. Et donc, on va commencer avec vous, monsieur Efanto. Est-ce qu'on peut avoir une définition de ce que c'est concrètement un enfant en difficulté sociale? Très bien. Il faut déjà découper. Dans enfant en difficulté sociale, on a d'abord enfant. D'accord. Et le terme enfant est défini dans le code de l'enfant en République gabonaise, notamment en son article 3, qui définit l'enfant comme un être humain âgé de moins de 18 ans. Maintenant, difficulté sociale ou enfant en difficulté sociale ou enfant vulnérable, c'est le terme indiqué dans le code de l'enfant, désigne un certain groupe d'enfants qui se retrouvent dans de nombreux problèmes. Donc, on a par exemple des enfants des rues, des enfants victimes de traite, d'abus sexuels, des enfants abandonnés, des enfants en situation de handicap. Donc, c'est tous ces types d'enfants avec des problématiques qui nécessitent une prise en charge spécifique en fonction des spécificités des problèmes vécus par chaque enfant. D'accord. Et Madame Zengue, je vois que vous êtes à la tête d'une école pour les enfants déficients auditifs. Exact. Comment est-ce que cette cause des enfants en difficulté sociale vous touche? Merci. La cause des enfants déficients auditifs est une cause générale pour tout enfant en difficulté sociale. Et ce qui nous réjouit, c'est que l'État a mis un dispositif qui est l'école. Donc, comme vous avez entendu mon collègue dire, il y a des enfants en difficulté sociale qui nécessitent une prise en charge particulière. Donc, les nôtres à l'ENEDA, ils sont déficients auditifs, ils sont en famille. Donc, la difficulté réside dans le fait d'être déficient auditif. D'accord. Et l'État a mis en place une école. Dans cette école, nous avons 2 cycles qui nous permettent de prendre en charge sur le plan éducatif. D'abord, donc nous avons le cycle pré-primaire et le cycle primaire. Ces enfants sont admis à l'ENEDA à l'âge de 3 ans jusqu'à plus de 18 ans. Parce que nous avons la loi 19/95 qui les exonère de l'âge réglementaire scolaire en République gabonaise. Parce qu'en République gabonaise, les enfants sont inscrits de 3 à 16 ans. Donc vous voyez ici que nous prenons au-delà de 16 ans à cause de cette mesure que l'État a mis en place. D'accord. Deuxièmement, nous avons des enfants qui ont différents niveaux de déficience. Donc, il y en a qui ont une déficience moyenne, il y en a qui ont une déficience légère, profonde et parfois la cophose. Parce que quand l'enfant a une cophose, il n'entend rien du tout. Même s'il y a l'appareillage, on n'en tirera pas grand-chose. Donc, parmi ces enfants, nous avons certains enfants qui ont des restes auditifs et qui nous permettent de récupérer en mettant un appareillage, donc une aide auditive. Donc, ces enfants sont appareillés par le gouvernement. D'accord. Donc, il y a une prise en charge, on va dire, prise en charge, de ces voilà. enfants, donc scolairement, même médicalement. Médicalement, pour l'instant, c'est la prothèse auditive. D'accord. Bon. On leur apprend aussi le braille, ces choses-là? Non, le braille, c'est pour les aveugles, malheureusement. Nous, c'est la langue des signes. La langue des signes, désolé. Ça, c'est maintenant dans la transmission des savoirs. Parce que nous avons tout un staff, donc nous avons une équipe pluridisciplinaire autour de la prise en charge de l'enfant déficient auditif.
Donc nous avons autour de la prise en charge les enseignants spécialisés qui ont fait leur formation pour enseigner les déficients auditifs. D'accord. Donc ils ont les rudiments nécessaires, ils ont la méthode spécialisée, ils ont la pédagogie spéciale pour transmettre les savoirs aux enfants. D'accord. Donc ces enfants... Excusez-moi, je vois qu'on parle beaucoup des enfants déficients auditifs. On sait qu'ils font partie, bien sûr, des enfants qui sont pris en charge, mais il y en a tellement d'autres. Oui, il y en a tellement d'autres, effectivement. Il y en a tellement d'autres. Je voulais revenir à M. Efanto. Lorsqu'on parle de prise en charge, qu'est-ce que ça comporte concrètement? Parce que lorsqu'on dit que l'État prend en charge, beaucoup ne comprennent pas, ne savent pas ce que ça comporte. On parle d'enfants en difficulté sociale. Vous avez précisé ce qu'est un enfant. On a vu que dans la catégorie, il y a les enfants aussi en déficience auditive. Certainement, il y a aussi les enfants orphelins. Certainement, il y en a plein. Mais qu'est-ce que ça comporte, donc, la prise en charge? Donc, en fait, la prise en charge comporte un ensemble d'interventions destinées aux enfants en difficulté sociale. Maintenant, il faut savoir que les prises en charge sont spécifiques, c'est au cas par cas. L'enfant en situation de handicap auditif n'a pas forcément les mêmes besoins qu'un enfant abandonné. En effet. Maintenant, Madame la collègue le précisait tout à l'heure, il y a des enfants, malgré leur déficience, qui sont en famille. Nous comprenons bien que très souvent, des enfants abandonnés se retrouvent dans des centres d'accueil, donc c'est une autre prise en charge. Donc, il faut comprendre que les enfants en difficulté sociale se retrouvent un peu partout. D'accord. On en a dans nos maisons. L'enfant a subi un certain nombre de violences, les parents ne sont peut-être pas informés, mais ils observent des modifications dans le comportement de l'enfant. Violence sexuelle, violence sexuelle, ça peut être violence émotionnelle, violence physique, verbale de la part, par exemple, du personnel domestique. D'accord. Donc, les parents peuvent observer des modifications de comportement chez l'enfant. Cet enfant est déjà en difficulté sociale. D'accord. Il y a des cas où, malheureusement, lorsque l'attention des parents n'a pas été prompte, qu'il y ait des suicides, qu'il y ait des cas que l'on déplore. Donc, la solution de l'État via le ministère des Affaires sociales, c'est toutes les structures d'appui, d'accompagnement aux parents ou aux enfants en difficulté sociale. Donc, on a des centres d'accueil, on a des complexes sociaux, donc des centres sociaux qui sont proches des familles pour qu'éventuellement, eux, ils puissent accompagner des enfants qui se retrouvaient dans ces situations. Après, vous l'avez dit... Dans toutes les provinces? Il y en a dans toutes les provinces, dans la plupart des arrondissements. D'accord. Après, on a des enfants qui sont en difficulté sociale dans les milieux scolaires. Okay. À cause, par exemple, des violences basées sur le genre, à cause de la consommation des drogues, ainsi de suite. Et là, nous avons des services sociaux spécialisés dans des établissements scolaires qui sont là pour accompagner les enfants afin que ceux-ci, au-delà de leurs problèmes, aient de meilleurs résultats scolaires. Après, vous l'avez dit, on a des enfants qui se retrouvent dans des centres d'accueil. D'ailleurs, le ministère des Affaires sociales en a un qui se trouve du côté d'Agondje, qu'on appelle le centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale, qui est le miroir de notre pays en matière de prise en charge en institution de l'enfant en difficulté sociale. Et là, il a toute une prise en charge totale, donc prise en charge psychosociale, sanitaire, scolaire, pour amener cet enfant à ce que ses droits fondamentaux qui ont été spoliés avant qu'il ne soit en institution soient respectés. Lorsqu'on parle de prise en charge, l'aspect humain est bien sûr très important. Je pense qu'on parle de travailleurs sociaux, c'est bien comme ça qu'on appelle. Est-ce qu'au Gabon, la formation de ce personnel est accrue? Est-ce qu'on a assez de travailleurs sociaux? Monsieur Efanto. Très bien. On ne dira pas assez, parce qu'en vérité, lorsque le social ne marche pas dans un pays, rien ne marche, parce que tout, c'est d'abord l'individu. Donc nous avons des travailleurs sociaux formés, nous avons d'ailleurs un établissement, l'INFAS, qui forme d'un côté du personnel sanitaire, de l'autre du personnel des travailleurs sociaux. En effet. Seulement, la demande et la problématique sociale est tellement énorme qu'aujourd'hui, on a besoin davantage de spécialistes dans la prise en charge des enfants en situation de handicap. On parlait des enfants déficients auditifs, mais il y en a des handicapés moteurs, des autistes et autres, mais également dans la lutte contre certains fléaux. On parle des drogues, la toxicomanie, les violences basées sur le genre, et on a besoin davantage de spécialistes pour mieux faire face à ces besoins spécifiques que présentent ces enfants. D'accord. D'après les différentes informations que nous avons reçues, on parle aussi de l'intervention des officiers de police judiciaire, qui sont importants, on va dire, dans tout ce qui est accompagnement, les efforts de la protection de l'enfance. Comment est-ce qu'ils entrent
Madame Nzengue, comment est-ce qu'ils entrent en ligne de compte? Ok, les ONG, quand la PJ, police judiciaire, on se dit que c'est... On voit seulement les descendre sur le terrain, les fusils. On se demande qu'est-ce qui se passe, comment ils interviennent avec les... Pas du tout. Nous avons, avec l'appui de l'UNICEF, qui est vraiment un partenaire privilégié du ministère des Affaires sociales en matière de prise en charge des enfants en difficulté sociale, mis en place un réseau de protection d'enfants victimes des violences, des enfants handicapés, des enfants de la rue, ainsi de suite. Donc on a mis un dispositif d'interaction, d'interactivité. D'accord. Donc on travaille en collaboration avec la police qui, lorsque les enfants sont en conflit avec la loi, ils saisissent tout de suite les travailleurs sociaux. Nous avons les travailleurs sociaux au niveau de la protection de la jeunesse, donc au ministère de la Justice, qui font ce travail. Et nous avons des travailleurs sociaux qui interviennent en milieu ouvert. Donc, tous ces travailleurs sociaux-là travaillent en collaboration avec la police. D'accord. Donc, quand un enfant il y a un numéro peut-être sur lequel... Oui. Ou c'est le numéro normal de la police, ou alors il y a un numéro vert, quelque chose qu'on a mis sur pied afin d'aider les enfants en milieu scolaire ou ailleurs à pouvoir susciter de l'aide. Oui, il y a des numéros parce qu'on a un groupe et on travaille en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale parce que nous avons des services sociaux dans les établissements. Dans les écoles, oui. Nous avons les centres sociaux et nous avons le service social dans les commissariats. Donc nous avons des agents qui sont uniquement pour la protection de l'enfance. Et l'ONG, donc l'UNICEF, a mis en place des formations qui nous permettent de travailler en collaboration pour que ces enfants-là soient pris en charge de manière efficiente. D'accord. Bon, on parle de l'UNICEF justement. Il y a un rapport de l'UNICEF qui a annoncé il y a quelques années en arrière que d'après un recensement général des populations, RGPL, il y avait environ 7000 enfants âgés de 12 à 17 ans, dont 73% étaient des filles qui vivaient ou qui ont vécu en union, c'est-à-dire dans une forme de mariage ou alors, etc. Mais quand on entend 12 à 17 ans, ce sont des mineurs. Donc je pense que là, on est encore une fois dans la violence faite aux enfants. De nos jours, ce rapport remonte à quelques années en arrière, mais de nos jours, est-ce que vous avez des données sur le suivi de ce phénomène? Est-ce qu'il est éradiqué? Est-ce qu'il existe toujours? Et s'il existe toujours, comment est-ce qu'on fait pour le neutraliser? Monsieur Infanto. Très bien. Dire qu'il est totalement neutralisé, ce serait s'avancer. D'accord. Comme vous le disiez, c'est un recensement qui a été fait. Après, c'est une donnée. Mais beaucoup d'efforts sont faits pour éradiquer ce phénomène. Maintenant, il faut dire qu'au-delà, il y a un travail également de répression qui doit être fait auprès des personnes qui, pour différentes raisons, se rapprocheraient de ces mineurs-là. Et après, généralement, qui dit rapprochement, vie conjugale, parle éventuellement d'enfants. Donc, il y a des mécanismes qui ont été mis en place par le ministère des Affaires sociales. On parle de halte garderie, de centres d'éducation préscolaire, pour accompagner ces jeunes filles. Là, vous parlez des filles qui auraient des enfants. Des filles qui auraient des enfants. En étant toujours sur le banc de l'école. Voilà, toujours sur le banc de l'école, pour leur permettre de ne pas abandonner. De ne pas abandonner l'école. En effet. Maintenant, après, il faut comprendre que la loi également est ferme. Lorsque je me rapporte un peu au code de l'enfant, au code pénal nouveau, avoir des rapports sexuels avec une jeune fille, notamment mineure âgée de moins de 15 ans, est considéré comme un viol. Vous comprenez? On parle de moins de 15 ans? De moins de 15 ans. Moins de 18 ans, c'est autorisé? C'est pas que c'est autorisé. Maintenant, c'est moins de 15 ans, c'est une situation. C'est un viol avec situation. Donc il y a deux niveaux d'interprétation, on va dire. Deux niveaux d'interprétation. Premier niveau, c'est le viol à moins de 15 ans. Deuxième niveau, c'est quoi? C'est abus sexuel. Abus sexuel. Parce qu'on a donc la peine n'est pas la même. La peine n'est pas la même parce que pour ce qui est du mineur, il y a les situations aggravantes qui peuvent
aller jusqu'à 10 ans de prison. D'accord. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a un gros travail de sensibilisation qui doit être fait auprès des populations. Et par exemple, pour ce qui est des programmes, nous avons la Direction générale de la famille qui actuellement est sur le terrain dans des établissements pour faire une sorte de sensibilisation à la parentalité responsable, pour amener aux parents dans la maison à être un peu plus sensibles à certains phénomènes ou situations qui pourraient conduire leurs jeunes filles à se retrouver. Je prends un exemple bête que l'on voit tous les jours. Vos jeunes filles de 14 ans vous amènent à la maison un iPhone 14. Un parent... Ou comme on disait au quartier, les sachets, ramener des vous sachets. Comprenez que un parent vigilant devrait s'interroger sur l'origine. Comment il a eu ce téléphone. Voilà, et faire un certain nombre de démarches pour éviter qu'on arrive au drame ou au pire. D'accord. Madame Zengue, là, bien sûr, là, on a touché un pan, on parle des enfants, mais vu qu'en cas de mariage, c'est majoritairement les filles qui sont touchées, nous sommes tous issus d'ethnies. On sait qu'il y a aussi des réalités culturelles ou coutumières. Si on prend au niveau du sud-est du pays, on a une coutume qu'on appelle le bali, qui fait que parfois, une fille qui n'a même pas forcément 12 ans peut se retrouver dans un mariage qu'elle n'a pas désiré. Est-ce qu'au niveau du ministère des Affaires sociales, parce que là, je crois qu'il faut rentrer dans la coutume, il faut rentrer auprès des personnes qui détiennent même ces différentes pratiques. Est-ce qu'il y a des dialogues, est-ce qu'il y a des programmes, des assises, des discussions qui ont été faites afin de leur faire comprendre que ce n'est pas bien et que d'un point de vue humain, ça doit s'arrêter? Comme disait mon collègue tout à l'heure, c'est tout un problème de sensibilisation. Parce que nous, en tant qu'acteurs du travail, de l'action sociale, il faut qu'on soit au courant que tel enfant est allé en mariage. Ça, c'est ce qu'on appelle, qui s'inscrit dans le cadre des mariages forcés, sans que les parents, sans que l'enfant ne soit consentant. Donc c'est un mariage forcé. Vous voyez que l'enfant est devant une situation où il est impuissant, il ne peut pas se défendre. Donc il faut qu'il y ait des signalements. Il faut vraiment que... Vous parlez de la dénonciation. Voilà, il faut dénoncer, il faut signaler, il faut aller dans le service social le plus proche pour dénoncer et qu'une enquête soit menée pour aller sensibiliser ou parfois nous agissons dans l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est ce que dit la loi qui portant protection sociale aux personnes vulnérables. Est-ce qu'il arrive que vous ayez des cas comme ça qu'on dénonce, des cas de dénonciation? Oui, il arrive que une fille a été placée dans un mariage et puis vous recevez l'information. Bon, pas spécifiquement pour le cas du mariage, mais pour toute autre violence. Ça veut donc dire que les Gabonais n'ont pas encore ce réflexe. Ils n'ont pas encore ce réflexe. Ils considèrent peut-être que ça relève du privé, que c'est la vie privée de ces personnes-là. Voilà. Et souvent, il y en a qui hésitent pour éviter certains des conflits familiaux. D'accord. Et pourtant, il s'agit de quelque chose que le code de l'enfant est clair, la loi est claire. Il faut que le code de l'enfant soit vulgarisé. Comment est-ce qu'on fait dans ce cas? Il faut que le code de l'enfant soit vulgarisé. Il faut que les droits de l'enfant soient respectés par tout parent, tout adulte. Parce que l'enfant a le droit à la liberté. L'enfant a droit à une éducation, l'enfant a droit aux soins de santé, l'enfant a droit à une liberté et au choix aussi. Donc nous n'avons pas à imposer et déjà même l'enfant n'a pas l'âge d'aller en mariage. Donc il faut que tous les adultes que nous sommes puissions respecter le code de l'enfant. D'accord. Sinon nous nous exposons à des peines judiciaire. Voilà. Espérons donc qu'il y aura plus de sensibilisation dans ce domaine-là. Est-ce qu'on pourrait, j'aimerais qu'on puisse aller vers un aspect, c'est l'aspect des jeunes, on va dire, en conflit avec la justice, avec la loi. Voilà, donc j'ai un rapport ici de l'UNICEF, toujours, l'UNICEF qui est très impliqué dans le pays par rapport à la cause des enfants, qui parle de plusieurs centaines de détenus mineurs. Donc certains Gabonais, d'autres, bien sûr, étrangers, détenus dans les maisons d'arrêt un peu partout dans le pays. Et parfois, il n'y a pas forcément de quartier pour enfants. Donc ces personnes se retrouvent avec des adultes, avec des criminels violents, etc. Au niveau des affaires sociales, certainement donc avec la justice et d'autres départements ministériels, qu'est-ce qui est fait pour pouvoir protéger ces enfants, M. Fanto?
Très bien. Vous l'avez dit, le ministère des Affaires sociales ne travaille pas seul. Au-delà du ministère de la Justice, on a des ONG qui font dans la lutte contre la récidive. Moi-même, en tant que conseiller d'éducation spécialisé, au mois d'août, j'ai contribué à la formation de 57 travailleurs sociaux des prisons centrales du Gabon et des mairies pour mettre en place un programme de lutte contre la récidive. Donc, le problème de mineurs qui cohabitent dans les mêmes quartiers que les adultes ne se pose pas pour ce qui est de la prison centrale de Libreville, mais pour certaines autres prisons centrales, en province. Sauf en province, notamment à Lambaréné. Mais des programmes sont mis en place, soutenus par des bailleurs de fonds comme l'UNICEF et certaines autres ambassades, et accompagnés de manière technique par des spécialistes du ministère des Affaires sociales pour que ces choses changent. Par ailleurs, pour la lutte contre la récidive, il y a ce qu'on appelle également, qu'on appelle techniquement une prise en charge différentielle. C'est-à-dire qu'un mineur qui se retrouve en prison pour vol de portable n'a pas les mêmes besoins techniques ou spécifiques qu'un autre qui se retrouve pour agression sexuelle. Donc il y a une prise en charge en profondeur qui nécessite, en plus des structures, en plus de la mise en place d'ateliers, comme ça existe un peu dans nos prisons, en plus des programmes scolaires qui existent et qui d'ailleurs ont des très bons résultats dans les prisons centrales comme celle de Libreville, il y a un renforcement des capacités qui doit être fait auprès des travailleurs sociaux pour un meilleur accompagnement. D'accord. Mais lorsqu'on parle de mineurs, je suis gabonais, j'ai grandi au Gabon, je n'ai pas souvent entendu parler de juges pour mineurs. Est-ce que ailleurs c'est systématique, c'est-à-dire on ne vient pas devant un juge normal lorsqu'il s'agit des mineurs? Qu'est-ce qui est fait au Gabon justement pour leur garantir un cadre, même au niveau du jugement, où ils pourraient être traités justement comme des enfants? Avez-vous, après Madame Zégué, pourra réagir? Oui, les choses ont largement changé. Aujourd'hui, on a des juges, on a des procureurs pour mineurs. Et ce qui est formidable et que l'on doit apprécier pour l'État gabonais, c'est que l'enfant en conflit avec la loi ne démarre pas seulement à la prison centrale ou au milieu carcéral, c'est depuis le commissariat. Et aujourd'hui, dans chaque commissariat de Libreville ou du Gabon, il ne peut pas avoir audition d'un mineur sans qu'il y ait un travailleur social à côté. Travailleur social. Vous êtes appelé systématiquement. Systématiquement. Sinon, l'audition, le PV n'aura pas de valeur. Et cette présence du travailleur social permet de garantir le respect des droits fondamentaux de l'enfant, bien qu'il soit en conflit ou en contact avec la loi. D'accord. Madame Zégué, sur le même sujet, bien sûr. Sur le même sujet, comme je vous disais, il y a déjà un réseau de protection qui est mis en place et nous travaillons en collaboration, comme M. Efa venait de dire. Nous avons les juges pour mineurs qui sont aussi impliqués dans le processus. Donc, comme il disait, les travailleurs sociaux travaillent d'arrache-pied pour cette question. D'accord. Et au niveau de la réinsertion, on va chuter avec la réinsertion, nous sommes quasiment au terme de l'émission. Au niveau de la réinsertion, parce qu'on parle d'enfants en conflit, parfois tu commences bien ta vie, mais le fait de passer par la prison chamboule totalement tout. Et donc on revient dans la société et on a été mineur, on revient, on ne sait pas forcément au niveau de l'éducation, au niveau de la formation, qu'est-ce qui est fait au niveau des affaires sociales pour la réinsertion de ces jeunes? Parce qu'au Gabon, malheureusement, la réputation que ces jeunes ont, c'est de finir après boy chauffeur ou alors ces personnes qui sont devant les boutiques et qui aident les personnes à acheter. Est-ce qu'il y a un programme de réinsertion pour les jeunes? Madame Zégué, il nous reste 2 minutes. Ce sera aussi le dernier mot. Bon, un programme de réinsertion... Apprendre un métier, par exemple? Il y a un programme de réinsertion. Après le travail qui s'est fait avec les collègues qui travaillent en collaboration avec le ministère de la Justice, il y a des réinsertions familiales qui se font. D'accord. Les enfants, ramener les enfants dans leur famille. Il y a la réinsertion familiale. Il y a le programme de réinsertion scolaire également. Il y a aussi les formations professionnelles pour amener ces enfants à être autonomes. D'accord. Monsieur Efanto, comme je le disais, il n'y a pas que des travailleurs sociaux au niveau du ministère des Affaires sociales. Il y en a à la prison et d'ailleurs le service social de la prison
a pour mission principale d'œuvrer à la réinsertion. Donc, il y a des programmes, des ateliers qui sont mis en place. Par exemple, pour ceux qui sont de la prison centrale de Libreville, on a des ateliers e-commerce pour apprendre les mineurs, parce qu'il est question à faire du e-commerce depuis la prison. Il y a également des ateliers d'esthétique, coiffure, briqueterie, ainsi de suite, pour qu'ils apprennent un métier. Mais comme je vous le disais, le tout, ce n'est pas d'apprendre un métier. Tout dépend de la raison qui a conduit le mineur. S'il est allé en prison pour viol, il y a un besoin psychosocial profond qui nécessite l'accompagnement particulier. Et c'est ce que justement le ministère des Affaires sociales fait via des structures comme l'AMO, via également la collaboration avec d'autres structures, d'autres ONG comme Arc-en-Ciel, Sifflo, ONG Siffos, qui permettent un peu de mieux accompagner. À l'heure où je vous parle, il y a un programme, il y a un comité de suivi de la lutte contre la traite des personnes qui est en train d'être mise en place en collaboration. Nous pourrons revenir dessus en profondeur dans les émissions qui vont suivre. Nous sommes arrivés au terme. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes M. Brice Effa Nto. Vous êtes directeur général adjoint à la Direction générale de la promotion et du développement des organes associatifs. Avec vous, Madame Germaine Zengue, directeur adjoint de l'ENEDA, l'École nationale pour enfants déficients auditifs. Merci d'avoir été avec moi sur ce plateau. Merci. Merci aussi d'avoir regardé ce débat. Restez connectés sur Gabon 24. À très bientôt.